Tout est parti d'un coup de poker, d'un coup de tête. Comme quand j'arrive à saturation et que je décide de miser le tout pour le tout, hystérique. Vous vous en doutez, sans doute. On ne fait pas dans la demi-mesure par ici. Obstinée, impulsive, russe la roulette, les montagnes. J'ai hésité, changé de stratégie 1000 fois, mais j'ai surtout persévéré. J'ai pleuré, hurlé, pesté, beaucoup douté, sans jamais rien lâcher. Malgré tout, malgré moi. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, je reçois une poétesse. Elle nous vient un petit peu d'ici, un petit peu d'ailleurs, mais que vous connaissez bien. Un petit peu de la Martinique, un petit peu de la Guadeloupe. Et on la retrouve ce soir sur le plateau d'Au gré des pages parce qu'elle livre ses pensées les plus intimes dans un recueil de poésie. Bonsoir Laetitia Juravert. Bonsoir Lauriane. Et merci de nous rejoindre sur le plateau d'Au gré des pages. Merci à toi pour cette invitation. Alors, Exodus, c'est le recueil de poésie qui est publié aux éditions de Negmaron. Un recueil rempli de petites pépites, de petits trésors, de belles découvertes. Qu'est-ce qui t'a emmené à la poésie ? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre, Lauriane, parce que littéralement, c'est la poésie qui est venue me trouver. Avant le projet Exodus, je n'avais jamais écrit de poésie. Je crois même que je n'en lisais même pas. Et en fait, tout est parti d'un déclic, à savoir le confinement. Et cette expérience du confinement / chômage, puisqu'au même moment, j'ai perdu mon emploi du fait de la conjoncture notamment, cette expérience cloîtrée entre quatre murs, etc., a fait ressortir en moi le besoin d'écrire, et c'est sorti sous la forme poétique. Voilà, je ne saurais expliquer plus. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Sans crier gare. Sans crier gare. Un beau jour, j'ai écrit ce premier poème qui figure dans le recueil pour expliquer un petit peu ce que je traversais à cette époque, ce qu'était la quarantaine. Et puis, alors je suis communicante, mais au début, j'étais un petit peu réfractaire à l'usage des réseaux sociaux. Et puis, finalement, j'ai décidé d'investir Instagram parce que c'était le seul moyen pour moi de rentrer en résonance avec le monde. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même assez inédit, c'est une période à laquelle tout le monde vit absolument la même chose au même moment. Et j'ai envie de voir comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux, notamment, puisqu'on était tous cloîtrés chez nous. Et je suis tombée sur un appel à texte d'une Martiniquaise d'ailleurs, qui avait un compte à l'époque qui s'appelle Racine Épizelle, et qui a lancé une consigne, expliquez-moi en quelques mots comment vous vivez la quarantaine. Et donc, j'ai répondu à cet appel à texte. J'ai posté. D'ailleurs, le post est encore sur mon compte Instagram. Et ça a fait 500 likes en organique. Et depuis ce fameux appel à texte, j'ai plus arrêté d'écrire. Il y en a eu un second. Et puis, c'est devenu comme un automatisme pour moi pendant cette période de poser mes pensées, mes ressentis sur papier. Et à la fin, ça en a fait un recueil de poésie. Un recueil de poésie très foisonnant. Tout à fait. Très prolifique. Oui. Alors du coup, ce n'était plus possible de s'arrêter. C'était plus possible de s'arrêter. C'est vrai que pendant cette période, pendant ces 3 années, je vivais des choses vraiment qui m'ont chamboulée en fait, que ce soit le confinement, que ce soit la période de chômage, que ce soit la période où se dessinait possiblement le retour au pays, que ce soit le fait d'approcher le cap des 30 ans. Plein de questionnements comme ça qui faisaient qu'il y avait une espèce d'ébullition en moi et que, enfin, le premier médium, ça a toujours été l'écriture et moins la parole. Et donc, ça venait tout seul, en fait. Je ressentais ce besoin parce que ces pensées me venaient, ces mots me venaient. Je ressentais le besoin de les consigner pour ne pas les perdre. Donc, j'écrivais. Soit sur mon smartphone, le premier outil que j'avais sous la main. Et quelquefois, il m'arrivait de poster. Et c'est comme ça que ça a commencé sur Instagram. Et puis, c'est la frustration des quelques personnes qui me suivaient sur Insta, qui me disaient, mais en fait, on en a marre de te lire par-ci, par-là sur Insta. C'est toujours des courts fragments. Qu'est-ce que tu attends pour écrire un livre ? Oui. Écrire un recueil ? Et c'est à force de m'interpeller, je me suis dit, bon, effectivement, j'ai de la matière, je commence à avoir beaucoup de textes, pourquoi pas ? Et il se trouve que j'avais déjà enfoui dans mes tiroirs un premier projet d'écriture
mais auquel je ne rêvais même pas. Je n'ai jamais pensé pouvoir publier. Je ne pensais pas que c'était à ma portée. Donc, c'est un écrit que j'ai commencé il y a des années sous la forme d'une autofiction et qui me suit encore aujourd'hui. Oui, Voilà. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est vrai que j'ai quand même ce premier projet, même si je n'espère pas publier, mais qui m'accompagne. Pourquoi ne pas commencer par la poésie, puisqu'a priori, ça me semble plus simple. Je suis plus prolifique. Donc, j'aurais d'accord. plus de facilité à constituer un recueil de poésie qu'à terminer ce premier écrit. Donc, pourquoi pas? Tentons. Et l'expérience, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, pas en reste, parce qu'il est tout neuf quand Plutôt. même, ce recueil, mais qu'est-ce quel est le constat aujourd'hui, voilà, après quelques mois déjà Oui, d'existence? quelques mois exactement. Enfin, c'est incroyable. Je crois que je réalise toujours pas parce que vraiment, c'est une expérience qui s'est présentée à moi. J'ai jamais, quand j'ai commencé à écrire de la poésie, j'ai jamais eu dans l'idée d'écrire un recueil. Ce sont vraiment des écrits très personnels que je collectais, que je partageais ça et là sur Instagram, mais à aucun moment c'était dans l'optique d'écrire un livre. Et finalement, à partir du moment où j'ai soumis mon manuscrit aux éditions Negmaron, tout est allé très vite. Au bout de 3 mois, j'ai eu le oui. Et puis après, il fallait créer effectivement cet ouvrage, Produire. produire. Donc là, il faut commencer à rationaliser, se mettre en mode projet, comme j'aime à dire, et se dire, bon, ok, c'est pas tout d'écrire des poèmes, mais comment est-ce qu'on crée un livre? Et donc là, je commence vraiment à me documenter, à me mettre dans cette posture un peu professionnelle, à me dire, comment je fais? Ok, j'ai eu l'aval de mon éditeur, comment est-ce que je fais maintenant pour créer un livre qui a du sens, qui donne envie, en sachant que ce sont mes écrits les plus personnels? Justement, alors, je parlais de pensée très intime et effectivement, on parle d'intimité même, dans le couple, Bien sûr. de la rencontre, Mhm. des relations humaines, des relations, avec soi-même. Heu, alors ce sont des pensées effrénées, j'imagine, des pensées presque frénétiques, on l'a dit aussi. Mais comment est-ce qu'on fait le tri, premièrement? Ouais. Et comment est-ce qu'on passe le pas de se dire: «Je vais livrer tout cela au monde»? Parce que c'est, comment dire? C'est ce qu'il y a de plus précieux, Oui, ces pensées. tout à fait. Et c'est une magnifique question. Ça a été un travail très, très dur pour moi de me dire qu'effectivement, ces textes allaient sortir de ma personne, sortir de ma chambre, sortir de mon petit univers et allaient être disponibles, offerts au monde, clairement. Mais en même temps, je me rends compte, surtout après coup, que c'est un peu une mission finalement, Exodus, parce que mon message à travers ces poèmes aussi, c'est de dire que je suis fatiguée de ce monde un peu aseptisé, où on nous invite, surtout nous, femmes, en fait, à rentrer dans un carcan et à être de cette façon plutôt que de cette façon, sans jamais questionner qui nous sommes vraiment. Et donc, je me rends compte aussi que les émotions, sont toujours, reléguées au second plan. Là où c'est aussi, ça fait partie aussi du sous-titre. J'ai un tempérament atypique, voilà, et pour moi, les émotions, c'est pas une option, c'est tout le temps. Il faut savoir composer avec. Et finalement, je me suis investie de cette mission. Je me suis dit: «Si les choses se passent de cette façon, c'est pas pour rien». Et ça peut être une façon pour moi d'apporter une humble contribution pour dire que nos émotions sont valables, valides et qu'en fait, on n'a pas à s'en cacher parce que finalement, c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et que nous sommes différents d'une autre personne et qu'il faut savoir célébrer ces émotions. Il faut arrêter voilà, de les passer sous silence, d'en avoir honte, de voir les personnes qui peuvent être émotives, sensibles, voire plus, comme des personnes bizarres, has-been ou que sais-je. Et je me suis dit, ben, je dois prendre cette mission, en fait. Ça va être difficile pour moi, mais c'est nécessaire. Et j'avais vraiment envie de passer ce message, notamment à travers toutes les étapes, parce que c'est presque une épopée, hein, toutes les étapes, les événements que j'ai vécus. J'avais vraiment à cœur de dire, d'accord, s'il faut que je sois l'une des premières à avoir ce courage de livrer un petit peu ce que je ressens quand je suis dans ma bulle, etc., peut-être pour donner le courage à d'autres et pour leur dire que leurs ressentis sont légitimes, j'y vais, Surtout dans nos sociétés antillaises, n'est-ce pas? où le «quand dira-t-on» N'est-ce a un pas? poids particulier, où nous sommes dans une société de proximité particulière. Tout à fait. Euh, Quel est le retour, les échanges qu'il y a pu avoir avec les premiers lecteurs, les premiers réceptacles de ces poèmes? Oui. Alors ça, si, c'est une expérience, vraiment incroyable parce que pour moi, à travers l'écriture, l'un des
des plus beaux retours qu'on puisse avoir, c'est justement les échanges qu'on a avec les personnes qui nous trouvent finalement, chez qui nos textes font résolument écho, et ça, je trouve ça magnifique. Donc, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles se retrouvent pleinement dans ce que j'écris et qui en ressortent bouleversées, en fait, parce que déjà, effectivement, on peut être surpris par la teneur des textes, vraiment, le fait que je Qui sont puisse... très variés. Tout à fait, très variés, mais tous empreints d'une manière ou d'une autre d'émotion. Et puis, de Laetitia Arjura-Vert. J'espère. J'espère. Et puis surtout, la particularité, c'est que je parle quand même d'événements plutôt du quotidien, finalement, des événements qui sont plutôt banals, que tout le monde pourrait vivre, mais d'une façon qui est la mienne, d'une façon singulière, en mettant en avant les émotions, tout ce qui est un peu à vif. Et donc, le contact que j'ai avec aujourd'hui les lecteurs, lectrices d'Exodus, c'est ça, c'est quelque part merci, parce que j'ai organisé il n'y a pas longtemps la soirée de lancement, un peu à huis clos d'Exodus. Et c'était un moment tout en émotion, suspendu dans le temps. Les personnes qui sont venues, donc qui sont des lecteurs, lectrices d'Exodus, m'ont prise dans leurs bras pour me dire « mais merci, on avait besoin d'un écrit comme ça, c'est culotté quelque part ». Et ça fait du bien de lire ça. Voilà, c'est les retours que j'ai aujourd'hui et j'en suis absolument ravie. Exodus. Oui. J'aimerais qu'on s'arrête sur le titre de ce recueil qui dit plein de choses, mais en même temps qui laisse place à plein de possibilités. Tout à fait. J'ai l'auteur face à moi, donc je vais en profiter pour savoir quel est vraiment le sens Oui. de ce titre Exodus. Alors là, c'est pareil, il y a une petite anecdote derrière le titre. Ce n'est pas le titre originel du recueil. Ah, voilà. révélation. Alors, révélation, Tata. voilà, exactement. Donc à la base, le recueil s'intitule Chrysalide, pour cette idée de processus, d'évolution, le fait qu'on me suive d'un point A jusqu'à un point Z. Et j'en ai discuté avec l'éditeur qui me disait, pour le coup, le titre va très bien avec ce que tu veux véhiculer à travers ton recueil. Par contre, c'est un peu trop commun dans l'univers de la poésie. Donc là, je me suis retrouvée... Oups. Ah oui, parce que je tenais absolument à ce titre. Vraiment, j'étais attachée à ce titre. Ça avait du sens pour moi. Et il a fallu trouver un autre titre. Et en un court laps de temps, donc je me rappelle, j'étais en vacances en Guadeloupe à cette époque-là avec ma famille. J'ai convoqué tout le monde autour de la table. On a fait un brainstorming. Voilà. Donc j'étais débitée parce qu'au final... On reconnaît la communicante aussi. Tout à fait, n'est-ce pas? Je me suis dit, tant qu'à faire, on va tous se mettre à contribution. Donc finalement, ça n'a pas été très concluant, mais quand même, ça m'a poussée à la réflexion parce que je tenais quand même à un titre justement qui amène à la réflexion, qui ne soit pas totalement évident, mais qui en même temps sonne poétique. Et j'ai trouvé que le terme exodus était magnifique déjà, et qu'ensuite ça faisait quand même écho au message que je voulais véhiculer, à savoir l'exode, mais au sens du fait de partir d'un point A, littéralement, physiquement, partir pour explorer l'ailleurs, mais surtout dans l'espoir de revenir physiquement aussi, pour revenir chez soi, éventuellement en Martinique. Ce qui a été fait littéralement. Exactement, mais aussi revenir à soi. Parce que Exodus, c'est ça, c'est vraiment une ode à soi, à l'introspection, au fait de s'interroger sur qui on est pour mieux se connaître et mieux rentrer en résonance avec les autres. Donc je trouvais ce jeu de mots autour de l'exode, du retour, du voyage aussi au sens propre, mais aussi le voyage au sens figuré que peut être l'introspection, la quête identitaire, je trouvais ça intéressant. Et parmi les thèmes évoqués, traités, il y a celui de la sororité, qui trouve écho évidemment dans l'actualité. C'est un terme qui est très utilisé, parfois peut-être un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'il porte en lui, ce terme? Qu'est-ce que les poèmes qu'il y a dans ce recueil Exodus portent en eux? Alors là, c'est pareil, c'est marrant parce qu'il faut vraiment garder à l'idée que je ne me suis pas dit que j'allais écrire des poèmes en ayant pour thème la sororité. Ce n'est qu'après, c'est marrant. Et j'aime entendre les gens me dire « la sororité ressort » parce que ce n'était pas une volonté de ma part. C'est pas fait exprès. Pas du tout. Je raconte des épisodes, des événements qui me touchent et qui du coup se transforment en des thématiques par la suite que les gens eux-mêmes soulèvent. Donc ça, c'est la première chose. Il n'était pas question pour moi de soulever le thème de la sororité. J'ai parlé d'un événement avec mes mots. J'ai voulu le restituer et il en ressort effectivement qu'il s'agit d'un message de sororité. Et à travers Exodus, l'idée vraiment, c'était pour moi
de mettre le doigt sur des disparités, des injustices. Et vraiment, la figure de la femme, c'est une figure qui m'inspire énormément pour la résilience dont elle fait preuve, pour tous les combats qu'elle choisit de mener ou qui lui sont imposés. Et vraiment, je trouve qu'on gagnerait toutes à se soutenir davantage, finalement, dans ce que nous sommes, dans ce qu'on a le droit d'être versus ce qu'on voudrait qu'on soit. Et que justement, il faudrait qu'on soit moins dans la compétition et qu'on s'épaule davantage. Donc pour moi, la sororité, c'est avant tout ça, parce que c'est important, finalement, qu'on se lève toutes et qu'on soit dans un esprit de fraternité. C'est ça pour moi, la sororité, vraiment. Est-ce que ce n'est pas, comment dire, utopique, je pose la question à dessein, de toujours aller vers, enfin de toujours aller, d'appeler de ses voeux en tout cas cette sororité, cette fraternité, cette solidarité permanente, récurrente. Oui. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un vœu pieux? Est-ce que ça peut vraiment se faire? Alors, bien sûr que c'est utopique, et tant mieux, ça l'est, dans le sens où c'est comme si on disait qu'il fallait arrêter de rêver, pas du tout. Le fait justement de formuler des vœux qui, aussi pieux puissent-ils être, c'est s'autoriser justement à ce que ça puisse devenir possible. Donc, je pense que c'est aussi une forme de combat, notamment pour les personnes émotives, sensibles, de pouvoir prendre la parole, d'assumer le fait qu'elle soit quelque part utopique, qu'elle soit quelque part naïve, qu'elle nourrisse en elle-même un espoir pour elle-même, pour l'humanité, c'est sain. Et il faut que ce soit dit, verbalisé, écrit, vu, dessiné, parce que c'est tout ce qui fait qu'on peut supporter cette réalité qui est foncièrement dure et de plus en plus, j'ai l'impression. Donc bien sûr, c'est résolument utopique. Et j'espère que ça amène de l'espoir finalement, parce que c'est ça l'écriture, c'est ça la poésie, c'est ça la sororité, c'est ça... il faut des messages comme cela pour se raccrocher à quelque chose dans ce quotidien qui nous malmène sans fin. Alors, je suis évidemment très heureuse de parler de ce recueil de poésie Exodus. Et il y a eu un événement récent qui est que ce recueil de poésie a remporté le prix Fête-Camp de Maryse Condé dans la catégorie poésie. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un prix aussi prestigieux et puis qui porte le nom d'une autrice, d'une écrivaine aussi fondamentale, importante dans l'histoire des Antilles, de la Caraïbe. Ça fait quoi? Ça fait que c'est complètement inespéré et vraiment, j'ai pas de mots, en fait. Parce que justement, dans Exodus, je pense que ça transparaît. Il y a la thématique aussi du syndrome de l'imposteur. On a beau écrire, on a beau être validé par un éditeur, on a beau être publié, on a beau venir sur un plateau télé pour faire la promotion d'un ouvrage, il y a toujours quelque chose qui semble de l'ordre comment dire, de la chance. On se dit toujours, c'est un coup de chance. Alors que là, justement, avec ce prix que je n'attendais pas, alors oui, je savais qu'Exodus concourait dans la catégorie poésie, mais parmi d'autres. La maison Negmaron a soumis près d'une centaine d'ouvrages. Dans la catégorie poésie, on avait jusqu'à 15 ouvrages. Dans la dernière sélection, il y en avait encore 4. Je me suis dit, ça ne va jamais passer. Et c'est passé, en fait. Et là, vraiment, on a juste envie de mettre le bouton qui vraiment continue sans arrêt, qui nous dit non, c'est de la chance. On se dit, ok, on arrête, off, parce que l'éditeur a dit banco, et aujourd'hui, c'est un prix qui récompense Exodus. Donc à un moment, on arrête et juste on savoure, quoi. Célébrons. Célébrons, exactement. Ah ben, ravie de le célébrer aussi, ce prix, vraiment. Merci. Ce que je propose à ce moment de l'émission, c'est de passer à notre rubrique Tac au Tac. Donc, nous allons continuer à échanger dans un court instant, mais avant, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur notre invité. On y va. Alors, Laetitia, le principe du tac au tac. Quelques questions simples, quelques réponses simples de manière spontanée. Très bien. Alors, votre plage préférée? Grand Anse. Votre plat préféré?
Question difficile. Je dirais le colombo de poulet. Vraiment. Choix de connaisseur. Oui, oui. Quel est votre état émotionnel en ce moment? Apaisé. C'est beau, la Oui. sérénité, c'est Oui. quelque chose de très beau. Quelle est la phrase qu'un homme doit vous dire pour vous faire vous retourner? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il doit me dire pour me faire... Il doit me faire rire. Il faut me faire rire, d'une manière ou d'une autre. Si vous ne vous appelez pas Laetitia, quel Mhm. prénom est-ce que vous auriez pu choisir? Jenna. Réponse du tac au Oui. tac, là, pour le coup. Si vous pouviez redevenir enfant le temps d'une journée, Oui. qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais expérimenté l'insouciance. Dans les bouchons, est-ce que vous criez ou est-ce que vous riez? Ça dépend foncièrement des jours. Un peu tout à la fois, je dirais. Est-ce que vous êtes plutôt musique à fond ou fond sonore? Fond sonore, je dirais. Votre plus belle rencontre de Barbara Jean-Élie, je dirais. animatrice, présentatrice, journaliste émérite et de Zitata. Votre mot d'amour préféré? Waouh. Je te vois. Et le dernier film que vous avez vu? Le Roi Lion, Mufasa. Ah, fan Disney. Oui. Cru efficace. Donc très à bien. fait. Merci beaucoup. On vous Merci à vous. connaît désormais un petit peu mieux. Et on va aller kiffer notre livre. Salut, c'est Idriss et j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a marqué. Il s'agit du Silence des mélodies de Sharon M. Draper. Pour résumer un peu l'histoire, il s'agit tout simplement de Mélodie, une jeune fille qui est atteinte d'une paralysie cérébrale. Elle n'est pas autonome et est clouée à son fauteuil roulant. Ce qu'elle aime dans la vie, Mélodie, ce sont les mots. Dans les discussions, dans les chansons, elle absorbe les mots comme une éponge. Mais sa particularité à elle, c'est qu'elle n'a jamais prononcé un seul mot et elle n'a que 11 ans. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend tout simplement qu'elle se fait harceler, moquer par les grands comme par les petits à cause de sa maladie et de son handicap. Mais jusqu'au jour où on lui offre une tablette intégrée à son fauteuil qui lui permet de communiquer avec les autres et enfin de se fondre dans la société. Je recommande vraiment ce livre parce qu'il traite plusieurs sujets, il aborde plusieurs sujets comme le handicap, la différence, et nous permet aussi d'être tolérants les uns avec les autres. Merci pour cette jolie découverte. Laetitia, un avis, une réaction? Alors, ça me parle justement parce qu'elle parle du fait d'absorber les mots, clairement. Et en ayant le tempérament atypique que j'ai, je sais ce que c'est, parce que je suis particulièrement sensible aux stimuli que peuvent être la lumière, que peuvent être le bruit. Et c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on accorde un poids tout particulier aux mots qui peuvent parfois nous heurter au sens littéral du terme. Et donc, ça me parle, ça me donne envie effectivement de lire ce livre et de voir comment cette jeune femme qui n'a pas la parole arrive quand même à exprimer quelque part cette souffrance ou ce côté, ce caractère un peu singulier qui est le sien. Voilà. Et comment est-ce que vous composez au quotidien avec cette hypersensibilité, qui est d'ailleurs le sous-titre de votre recueil, qui, je suppose, est très présente? Comment, concrètement, est-ce Oui. que vous vous y prenez? Alors, c'est tout un tas de stratégies au quotidien, vraiment. C'est un jeu de Tetris. Selon l'endroit où je me trouve, selon les conditions dans lesquelles je suis, selon les personnes avec lesquelles je me trouve, ça peut se présenter de différentes manières. Donc, je parlais de stratégie, ça peut être des outils au quotidien qui facilitent certaines choses. Là, je viens de m'équiper d'un casque anti-bruit, par exemple. Et ça me change littéralement la vie. À partir du moment où j'ai ce casque, j'ai même pas besoin d'écouter de musique. En fait, je n'entends absolument plus rien. Et ça me fait un bien fou. J'ai aussi, moi qui déteste les lunettes de soleil, par exemple, je me retrouve à en porter de plus en plus parce que je suis photosensible. Donc là, on va penser que je vais mettre des lunettes, entre guillemets, pour faire la belle ou quoi que ce soit. Non, c'est une nécessité parce que sinon, j'ai très très mal aux yeux. Ça passe aussi par le fait de m'isoler. Donc, par exemple, je suis au travail, je vais partir 5 minutes, je vais faire un pâté, un tour du bureau pour souffler un peu parce qu'à l'instant T, j'ai un trop-plein. Ça passe par plein de stratégies au quotidien pour essayer de subsister, quoi. Parce qu'il est vraiment question de ça, par moment. Et l'écriture, notamment de poèmes, est aussi une de ces stratégies ou une
de ces façons de faire face? Alors pour le coup, oui, parce que généralement l'écriture chez moi, c'est vraiment un besoin. C'est avant même d'être, quelque part une vocation, j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours quelque part voulu être écrivaine. Mais avant d'en arriver là, c'est surtout un besoin. Parce que généralement, quand je me saisis d'une feuille, de mon téléphone ou de mon ordinateur, c'est parce que le texte, je l'ai déjà et que j'ai besoin de le poser. Parce que sinon, bien évidemment, avec le quotidien, il va s'envoler, les mots vont s'envoler. Alors que c'est très important pour moi, quand je ressens ce besoin d'écrire, de tout consigner, parce que c'est le témoin d'un moment de vie, en fait, justement, que je vis. Et souvent, c'est une façon pour moi de mieux comprendre, mieux capter mes émotions qui, des fois, arrivent à un moment où je ne suis pas disposée pour les Pas décoder. forcément prête, Voilà, pas oui. prête, pas disposée, parce qu'au travail, etc. Donc, quand je sens qu'il y a un texte, des phrases qui me viennent, il y a cette espèce d'envie. Je m'empresse de consigner tout ça parce que c'est une forme d'exutoire et ça me permet, après coup, de poser des mots sur une situation, sur un mal-être, sur un trop-plein, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Des fois, on se sent vraiment submergé par quelque chose. Et comme je le dis, souvent, le premier réflexe qui est le mien, avant même d'en parler, c'est surtout d'écrire. Donc, c'est réellement un besoin à mon niveau. Nous arrivons au terme de cette émission, Laetitia, et j'aimerais savoir si vous avez un mot de la fin, euh, quelque chose en lien d'ailleurs ou pas avec votre recueil. Qu'est-ce que vous avez envie, sur quelle note vous avez envie de finir? J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, de s'exercer à l'écriture, au sens le plus simple du terme, parce que tout le monde gagnerait à écrire au quotidien. Et quand je dis écrire, c'est pas dans l'objectif de publier un livre, pas du tout, mais juste pratiquer l'écriture au quotidien, parce que vraiment, ça aide. Ça aide à mieux se connaître, ça aide à soulager la charge mentale qui peut être la nôtre, ça aide à soigner parfois des traumas, des choses qu'on a pu vivre. Ça a vraiment une vertu thérapeutique. C'est aussi une manière de travailler sa créativité. C'est une manière de sortir un peu du quotidien et de s'accorder du temps pour soi. Donc j'invite vraiment toute personne à se familiariser un petit peu plus avec l'écriture. On y gagnerait vraiment beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est une merveilleuse note de fin. Merci beaucoup, Laetitia Juravert, Merci d'avoir à vous. été avec nous sur le plateau d'Au gré des pages. Et à très bientôt. Mon petit doigt me dit que vous nous réservez quelques surprises dans les mois qui viennent. Quant à vous, chers Zitata, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.